Les habitudes. Un sage se promenait un jour dans la forêt avec son jeune élève, quand soudain il s'arrêta devant un jeune arbre. « Arrache cette pousse, dit-il à l'élève, en lui montrant une jeune pousse qui sortait de terre. Le garçon tira dessus sans difficulté avec les doigts. « Maintenant, arrache ceci, dit le sage, en indiquant un arbre un peu plus solide arrivant à hauteur du genou du garçon. Le garçon tira dessus sans trop forcer et déracina l'arbre. « Et maintenant, essaye avec celui-ci, dit le sage en désignant un arbre aussi grand que le garçon. En y mettant tout son poids et toute sa force et en utilisant des branches et des pierres, il réussit à grand-peine à déraciner l'arbre. « Maintenant, dit le sage, je voudrais que tu déterres celui-ci. » Le jeune garçon suivit le regard de son professeur et vit un chêne majestueux et si grand qu'il en apercevait à peine la cime. Sachant la lutte qu'il avait menée pour déraciner un arbre beaucoup plus petit, l'enfant dit au sage « Désolé, mais je ne peux pas. » « Mon enfant, tu viens d'illustrer le pouvoir des habitudes sur la vie, s'exclama le sage. Plus le temps passe, plus elles sont imposantes et enracinées, et plus on a de mal à les détruire. Certaines deviennent si présentes et si profondément ancrées que l'on hésite même à essayer. Le poids des habitudes. Pour Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Le dictionnaire définit l'habitude comme étant une disposition acquise, relativement permanente et stable, qui devient une sorte de seconde nature. Connaissez-vous l'histoire de l'homme à cheval qui galope à toute vitesse comme s'il avait une mission très importante ? Un homme au bord de la route lui crie « Hé, vous allez où comme ça ?» Et le cavalier lui répond « Aucune idée, demandez au cheval !» C'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils vivent leur vie par habitude, sans avoir aucune idée de la direction où elle les mène. Il est temps de tenir les rênes et d'aller là où vous souhaitez vraiment aller. Si vous avez toujours vécu branché sur pilote automatique et laissé vos habitudes gérer vos actions, j'aimerais que vous compreniez pourquoi. Et j'aimerais que vous débranchiez. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Des études en psychologie révèlent que 95% de ce que nous ressentons, pensons, faisons et accomplissons résulte d'habitudes acquises. Nous naissons avec des instincts, bien sûr, mais absolument aucune habitude. Nous les développons au fil du temps. Dès l'enfance, nous intégrons une série de réactions conditionnées qui nous poussent à réagir automatiquement, sans réfléchir, à la plupart des situations. Au quotidien, vivre automatiquement a des avantages certains. S'il fallait penser de manière consciente à tout ce que l'on fait, préparer à déjeuner, conduire les enfants à l'école, aller au travail, etc., on ne vivrait plus. Vous vous brossez sans doute les dents 2 fois par jour sans y penser. Pas de réflexion profonde, vous le faites, c'est tout. Vous bouclez votre ceinture dès que vous montez en voiture, pas d'hésitation. Nos habitudes et nos routines nous permettent d'accomplir ces tâches en utilisant un minimum d'énergie consciente. Elles nous aident à rester sains d'esprit et nous permettent de gérer les situations les plus courantes. Et comme nous n'avons pas à réfléchir aux choses les plus banales, nous pouvons concentrer notre esprit sur des pensées plus créatives et enrichissantes. Les habitudes ont donc du bon, tant qu'il s'agit d'habitudes positives, bien sûr. Si vous mangez sainement, vous avez sans doute établi des habitudes saines quant aux aliments que vous achetez et ce que vous commandez au restaurant. Si vous êtes en bonne forme physique, c'est sans doute parce que vous faites de l'exercice régulièrement. Si vous êtes bon vendeur dans votre emploi, c'est sûrement parce que vos habitudes de préparation mentale et un travail sur votre confiance en vous vous permettent de rester optimiste face au rejet. J'ai côtoyé une multitude de gens qui ont réussi, de PDG et de superstars, et je peux vous assurer qu'ils ont tous un trait en commun. Ils ont de bonnes habitudes. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de mauvaises habitudes. Bien sûr qu'ils en ont, mais pas beaucoup. Ce sont ces bonnes habitudes au quotidien qui distinguent les plus prospères d'entre nous de tous les autres. Logique, non ? Comme nous l'avons déjà vu, vous savez que les gens qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligents ou plus doués que les autres. Mais leurs habitudes les poussent à être mieux informés, plus au courant, plus compétents, plus aptes et plus préparés. Et mieux préparés. Quand j'étais enfant, mon père prenait toujours l'exemple de Larry Bird pour m'expliquer le principe des habitudes. Larry Legend est l'un des plus grands joueurs de basket au monde,
Mais il n'était pas connu pour être le joueur le plus physique. Personne ne l'aurait décrit comme le joueur le plus gracieux qui fut sur un terrain de basket. Pourtant, malgré ses dispositions athlétiques quelque peu limitées, les Boston Celtics ont été 3 fois champions du monde grâce à lui, et il reste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Comment a-t-il réussi ? Grâce à ses habitudes et à un dévouement sans faille au basket qui poussait Larry à s'entraîner sans relâche pour s'améliorer. Le lancer franc de Larry Bird fut l'un des plus réguliers de toute l'histoire de la NBA. Enfant, il avait pour habitude de faire 500 lancers francs chaque matin avant de partir pour l'école. C'est cette discipline qui a valu à Larry de tirer le meilleur de ses talents naturels et de battre à plate couture certains des joueurs les plus doués. Comme Larry Bird, vous pouvez vous aussi conditionner vos comportements automatiques et inconscients pour en faire ceux d'un champion. Ce chapitre va vous montrer comment compenser les dispositions innées qui vous manquent par la discipline, le travail et les bonnes habitudes. Bref, comment faire de vous un champion des bonnes habitudes. Avec suffisamment de pratique et de répétition, n'importe quel comportement, bon ou mauvais, devient automatique. Ainsi, bien que la plupart de nos habitudes nous soient venues inconsciemment, en imitant nos parents, de par notre environnement ou notre culture, ou en nous adaptant à des situations, nous pouvons décider consciemment de les modifier. Cela paraît logique, puisque vous avez appris toutes vos habitudes, vous pouvez tout aussi bien désapprendre celles qui vous desservent. Alors, prêt ? C'est parti. Le piège de la gratification immédiate. Nous savons tous que nous goinfrer de biscuits à longueur de journée ne va pas nous faire maigrir. Nous comprenons que passer 3 heures par soirée à regarder Danse avec les stars et NCIS nous laisse 3 heures de moins pour lire un bon livre ou écouter quelque chose d'enrichissant. Nous comprenons que le simple fait d'acheter de super chaussures de course ne fait pas de nous des marathoniens. Nous sommes une espèce rationnelle, du moins, c'est ce que nous pensons. Alors pourquoi sommes-nous si enchaînés à nos mauvaises habitudes ? Parce que notre besoin de gratification immédiate peut faire de nous les animaux les moins réfléchis qui soient. Si, en mordant dans un Big Mac, vous faisiez immédiatement une crise cardiaque, vous n'en mangeriez pas une deuxième bouchée. Si à votre prochaine bouffée de cigarette, votre visage se fripait comme celui d'un vieillard de 85 ans, vous arrêteriez probablement de fumer. Si vous décidiez de ne pas passer ce dernier rappel et que l'on vous renvoyait sur le champ, décrocher le téléphone deviendrait soudain une évidence. Si manger ce morceau de gâteau vous faisait instantanément grossir de 25 kilos, réussir à dire non merci serait littéralement du gâteau. L'ennui, c'est que la satisfaction ou la gratification immédiate que procurent ces mauvaises habitudes prennent bien souvent le pas sur notre intelligence et sur les conséquences à long terme qu'elles peuvent avoir. Nous laisser aller à nos mauvaises habitudes ne semble pas avoir tant de répercussions négatives sur le moment. Vous ne faites pas une attaque, votre visage ne se fripe pas, vous ne vous faites pas renvoyer et vos cuisses gardent leur taille habituelle. Cela ne signifie pas pour autant que vous n'avez pas activé le principe de l'effet cumulé. Il est temps de vous réveiller et de vous apercevoir que vos habitudes pourraient bien vous entraîner sur la mauvaise pente. La moindre correction de vos habitudes quotidiennes peut totalement changer le cours de votre vie. Là encore, je ne parle pas de transmutation ni de métamorphose complète de votre personnalité, de votre tempérament et de votre vie, mais de réajustements infinitésimaux et apparemment sans conséquences qui peuvent tout révolutionner. La meilleure illustration que je puisse vous donner pour souligner le pouvoir de ces petits réajustements est celui d'un avion en partance pour New York au départ de Los Angeles. Si le nez de l'avion est dévié ne serait-ce que de 1%, ce qui est une correction quasi invisible sur le tarmac, l'avion arrivera à environ 240 km de son point d'atterrissage prévu, soit plus au nord dans la ville d'Albany, soit à Dover dans l'état du Delaware. Il en va de même pour vos habitudes. La moindre mauvaise habitude, même si elle semble inoffensive sur le moment, peut à terme vous mener à des lieux de vos objectifs et de vos désirs. La plupart des gens vivent leur vie sans y penser, sans réfléchir consciemment et précisément à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils doivent faire pour l'obtenir. Je veux vous montrer comment laisser libre cours à votre passion
et orienter votre inépuisable force créatrice dans le sens de vos rêves et de vos désirs. Déraciner des mauvaises habitudes aussi bien ancrées que des chaînes séculaires ne sera pas une mince affaire. Mener ce processus à terme nécessitera plus qu'une détermination féroce. La volonté n'y suffira pas. Trouvez votre pourquoi. Imaginez que votre simple volonté suffira à changer vos habitudes revient à penser que vous pouvez empêcher un chien affamé de manger dans votre assiette, juste parce que vous la couvrez d'une serviette. Pour vaincre vos mauvaises habitudes, il va falloir quelque chose de plus fort que cela. Quand on a du mal à atteindre ses objectifs, on se dit souvent que c'est par manque de volonté. Je ne suis pas d'accord. Il ne suffit pas de décider de réussir. Qu'est-ce qui va vous forcer à ne pas laisser tomber les nouveaux choix positifs que vous devez faire ? Qu'est-ce qui va vous empêcher de reprendre vos mauvaises habitudes ? Qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à toutes vos tentatives avortées ? Au premier signe d'inconfort, vous serez tenté de retomber dans votre bonne vieille routine. Vous avez essayé la volonté, mais ça n'a pas marché. Vous vous êtes fixé de bonnes résolutions, mais vous n'avez pas tenu. Vous pensiez vraiment perdre du poids la dernière fois. Vous pensiez vraiment passer tous ces appels de vente l'année dernière. Ça suffit. Il est temps d'essayer autre chose et d'obtenir de meilleurs résultats. Mettez la volonté de côté. Il est temps de penser au pourquoi. Vos choix n'ont de sens que s'ils sont liés à vos désirs et à vos rêves. Les choix les plus avisés et les plus motivants sont ceux qui correspondent à qui vous êtes, ceux qui répondent à votre objectif profond et à vos valeurs intrinsèques. Vous devez vouloir quelque chose et savoir pourquoi vous le voulez, sans quoi vous abandonnerez trop facilement. Alors, quel est votre pourquoi ? Il vous faut une raison d'apporter des améliorations significatives à votre vie. Et pour vous donner envie de faire les changements nécessaires, votre pourquoi doit être quelque chose d'incroyablement motivant pour vous. Votre pourquoi doit vous donner envie de vous lever chaque matin et de continuer, pendant des années. Alors qu'est-ce qui vous motive le plus ? Identifier votre pourquoi est absolument essentiel, car c'est ce qui vous motive qui va alimenter votre passion, votre enthousiasme et votre persévérance. En fait, c'est tellement important que j'en ai fait le sujet principal de mon premier livre, Design Your Best Year Ever, a proven formula for achieving big goals. Vous devez connaître votre pourquoi. Pourquoi tout est possible ? C'est le pouvoir du pourquoi qui vous motivera à endurer tout ce qu'il y a de plus éreintant, de plus banal et de plus laborieux. Tous les comment n'ont aucun sens si vos pourquoi ne sont pas suffisamment forts. Tant que vous n'aurez pas déterminé vos désirs et vos motivations, vous n'irez au bout d'aucune tentative d'amélioration de votre vie. Si votre pourquoi, votre désir, n'est pas suffisamment fort, si votre engagement n'est pas suffisamment solide, vous finirez comme tous les gens qui prennent des résolutions du nouvel an et les laissent vite tomber pour retourner à leurs bonnes vieilles habitudes. Voici une analogie pour illustrer cette idée. Si je posais par terre une planche de 25 cm de large et de 10 mètres de long et vous disais « Si vous parcourez toute la longueur de la planche, je vous donne 20 $, le feriez-vous » Bien sûr que vous le feriez, ce serait 20 $ facilement gagnés. Mais si je prenais cette même planche et que je la plaçais entre deux immeubles de 100 étages, ces 20 $ ne seraient tout à coup plus aussi intéressants ou aussi faciles à gagner, pas vrai ? Vous me répondriez « Non mais ça va pas !» En revanche, si l'immeuble d'en face était en feu, que votre enfant se tenait sur le toit et que vous deviez le sauver des flammes, marcheriez-vous sur cette planche ? Sans aucun doute, vous le feriez immédiatement, avec ou sans les 20 $. Comment se fait-il que la première fois que je vous ai demandé de marcher sur cette planche suspendue dans les airs, vous ayez refusé, et la deuxième fois, vous n'ayez pas hésité un instant ? Les risques et les dangers étaient pourtant les mêmes. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est votre pourquoi, votre raison de vouloir le faire. Vous voyez donc que si la raison est suffisamment importante, vous serez prêt à y aller, quel que soit le comment. Pour véritablement déclencher le potentiel de créativité et l'énergie qui sommeille en vous, vous devez passer outre les motivations financières et matérielles.
Pas que ces motivations soient mauvaises, au contraire, elles sont tout à fait valables, et je suis moi-même amateur de beaux objets. Mais l'aspect matériel ne suffit pas à mobiliser le cœur, l'âme et les tripes. La passion doit venir de plus loin, de plus profond en nous. Sans passion, même le luxe passe à côté des vraies valeurs, le bonheur et l'accomplissement. Dans une interview d'Anthony Robbins, expert en performance d'excellence, ce dernier a déclaré « J'ai vu des hommes d'affaires obtenir tout ce qu'ils désiraient et continuer de vivre dans la frustration, dans l'inquiétude et dans la peur. » Qu'est-ce qui empêche des gens aussi prospères d'être heureux ? La réponse est qu'ils se sont acharnés à réussir, mais en ont oublié de s'épanouir. Une réussite extraordinaire ne garantit pas la joie, le bonheur, l'amour et le sens de la vie. Ces éléments se complètent mutuellement et me poussent à croire que la réussite sans l'épanouissement n'est en définitive qu'un échec. Bien dit, voilà pourquoi il ne suffit pas d'avoir du succès. Il faut aller chercher au fond de vous la motivation essentielle qui déclenchera votre super pouvoir, celui du pourquoi. Ce qui vous tient à cœur. Ce pourquoi, vous y accédez au travers de vos valeurs intrinsèques, celles qui vous définissent vous. Elles consistent votre boussole interne, votre phare dans la nuit, votre GPS personnel. Elles sont le filtre de toutes vos attentes, vos demandes et vos tentations, et s'assurent que vous prenez la destination que vous vous étiez fixée. Définir et calibrer correctement ces valeurs représente l'une des étapes les plus importantes dans le processus qui vise à réorienter votre vie dans le bon sens. Si vous n'avez pas encore clairement défini vos valeurs, vous vous retrouvez sans doute à faire des choix qui entrent en conflit avec vos désirs. Par exemple, si l'honnêteté est quelque chose d'important pour vous, mais que vous fréquentez des menteurs, vous êtes en conflit. Le conflit entre vos actions et vos valeurs engendre la tristesse, la frustration et la déprime. En fait, d'après les psychologues, rien ne suscite autant de stress que l'inadéquation entre nos actions, nos comportements et nos valeurs. Définir vos valeurs intrinsèques contribue également à rendre votre vie plus simple et plus efficace. Prendre des décisions devient plus facile quand on est certain de ses valeurs. Face à un choix, demandez-vous « Est-ce que cela coïncide avec mes valeurs ?» Si oui, n'hésitez pas. Sinon, ne faites pas ce choix et n'y revenez pas. Toute indécision est éliminée. Trouvez votre combat. La motivation provient soit de ce que l'on désire, soit de ce dont on ne veut absolument pas. L'amour est une force incroyablement motivante, mais la haine l'est tout autant. Contrairement à ce qui est généralement accepté socialement, la haine peut avoir de bons côtés. La haine de la maladie, de l'injustice, de l'ignorance, de la suffisance, etc. Parfois, un ennemi peut déchaîner des passions. Certains de mes plus grands moments de motivation, de détermination et de persévérance m'ont été donnés lorsque j'avais un ennemi à combattre. Tout au cours de l'histoire, les révolutions politiques et les grands bouleversements sont nés d'un conflit. Entre David et Goliath, l'Amérique et l'Empire britannique, Luke et Dark Vador, Rocky et Apollo Creed, les jeunes de 20 ans et l'autorité, Lance Armstrong et le cancer, Apple et Microsoft, je pourrais continuer indéfiniment, mais vous voyez où je veux en venir. Avoir un ennemi donne une raison de prendre votre courage à deux mains. Devoir vous battre met en jeu vos compétences, votre tempérament et votre détermination, en vous forçant à identifier et à mettre en pratique vos talents et vos capacités. Sans combat motivant à mener, nous courons le risque de nous encrouter et de perdre notre force et de notre élan. Certains des clients que j'encadre s'inquiètent du fait que leur pourquoi leur soit inspiré par des objectifs peu nobles. Ils se sentent coupables de vouloir rabattre le caquet à quelqu'un, prouver qu'ils ont réussi malgré les critiques, vaincre leurs concurrents ou réussir à prendre leur revanche sur un frère ou une sœur qui les a toujours dominés. Pourtant, qu'importe la motivation, tant qu'elle reste légale et morale, vous n'êtes pas obligé d'avoir la fibre humaniste. L'important, c'est que vous soyez gonflé à bloc. Parfois, cette motivation peut vous aider à transformer une émotion ou une expérience fortement négative en une réussite d'autant plus éclatante. C'est exactement ce qui est arrivé à l'un des entraîneurs de football américain les plus célèbres de l'histoire, Pete Carroll. Lorsque nous l'avons interviewé en septembre 2008 pour le magazine Success, il nous a expliqué d'où lui était venue sa motivation. « Enfant, j'étais minuscule. On ne me laissait pas faire grand-chose à cause de ma petite taille.
J'ai dû attendre quelques années avant d'avoir l'occasion de me montrer compétitif. J'ai toujours su que j'étais bien meilleur et que je devais me battre pour le prouver. J'étais frustré car je savais que je valais mieux que ça. C'est ce besoin de se battre pour être reconnu qui a valu à Carole d'avoir autant de succès. Notre numéro de Success Magazine de mars 2010 consacre un article au grand acteur Anthony Hopkins. Au cours de cette interview, j'ai eu la surprise d'apprendre que son immense talent et sa détermination lui avaient été inspirés par la colère. Hopkins y avoue qu'enfant, il était très mauvais élève car il souffrait de dyslexie, d'hyperactivité et d'un déficit de l'attention, bien avant que de telles affections soient officiellement diagnostiquées. On lui avait collé l'étiquette d'enfant en difficulté. Mes parents s'inquiétaient vraiment pour moi, révèle Hopkins. L'école et l'éducation étant alors de prime importance, mon avenir était compromis, puisque je ne semblais pas être en mesure de comprendre que l'on m'enseignait. Mes cousins étaient tous d'excellents élèves, j'en éprouvais de la rancune, et me sentant rejeté par la société, j'étais très déprimé. Mais Hopkins a utilisé cette colère à bon escient. Il a redoublé d'efforts pour démontrer ses capacités en dehors des sphères académiques et athlétiques et s'est découvert un talent d'acteur. La colère qu'il éprouvait à l'égard des étiquettes dévalorisantes qu'on lui avait attribuées a déclenché sa passion pour le métier d'acteur. Aujourd'hui, Hopkins est considéré comme l'un des meilleurs acteurs au monde. Grâce à la gloire et à la fortune qu'il a acquise, Hopkins a aidé de nombreuses personnes à lutter contre les dépendances et s'est également engagé dans la défense de l'environnement. Ainsi, bien que son combat ne lui ait pas été inspiré par une noble cause, il a eu des répercussions plus que positives. Nous pouvons tous faire des choix chargés de sens. Nous pouvons tous reprendre le contrôle de nos vies en cessant d'accuser le hasard, le destin ou qui que ce soit. Nous avons la capacité de tout changer. Au lieu de laisser des douleurs passées nous miner de l'intérieur et saboter nos chances de succès, utilisons-les pour apporter des changements positifs et constructifs. Objectif. Comme je l'ai déjà dit, l'effet cumulé marche à tous les coups et vous mènera toujours quelque part. La question est de savoir où. Cette force vous emmènera vers de nouveaux sommets, mais vous devez savoir où vous voulez vous rendre. Quels sont vos buts et vos rêves? Quelle est votre destination souhaitée? Les funérailles de Paul J. Meyer, un autre de mes mentors, m'ont rappelé à quel point sa vie avait été riche et variée. À lui seul, il a réalisé, vécu et apporté plus que 10 personnes réunies. Sa nécrologie m'a incité à réévaluer les buts que je m'étais fixés pour moi-même. Si Paul était encore de ce monde, il dirait « Si vous ne réalisez pas les progrès que vous voudriez réaliser et dont vous êtes capable, c'est simplement parce que vous n'avez pas clairement défini vos buts. » Paul disait également cette phrase qui rappelle l'importance d'avoir des buts. Si vous imaginez quelque chose, que vous le désirez ardemment, que vous y croyez sincèrement et que vous faites tout pour que ce quelque chose se concrétise, il ne peut que se concrétiser. L'élément qui m'a valu le plus de réussite a été d'apprendre à me fixer des objectifs et à les réaliser. Il se produit quelque chose de magique, pour ainsi dire, lorsque vous organisez et concentrez votre force créatrice sur un objectif bien défini. J'ai assisté à ce processus des dizaines de fois. Toutes les personnes qui ont réussi ont réussi parce que leurs objectifs étaient clairement tracés. Si vous avez un pourquoi bien précis et plus fort que tout, vous n'aurez aucun souci à le mettre en œuvre. Comment réellement concrétiser un objectif? La fin du mystère. On ne voit, on ne vit et on n'obtient que ce que l'on cherche. Si on ne sait pas ce que l'on cherche, on ne risque pas de le trouver. Par nature, nous sommes des créatures toujours en quête d'objectifs. Notre cerveau cherche en permanence à aligner le monde extérieur avec ce que nous voyons dans notre monde intérieur. Ainsi, dites à votre cerveau de chercher une chose en particulier et vous commencerez à la voir. L'objet de votre désir a probablement toujours été tout près de vous, mais votre esprit et vos yeux n'étaient pas prêts à le voir. C'est exactement ainsi que fonctionne la loi de l'attraction. Cela n'a rien de mystérieux ou d'ésotérique. C'est en vérité bien plus simple et pratique que cela. Chaque jour, nous sommes bombardés de milliards d'informations sensorielles, visuelles, auditives, physiques. Pour ne pas sombrer dans la folie, nous en ignorons 99,9% pour ne véritablement voir, entendre et sentir que celles sur lesquelles notre cerveau se concentre. C'est pourquoi, lorsque vous
pensez à quelque chose, vous semblez miraculeusement le faire entrer dans votre vie. En réalité, vous ne faites que voir ce qui était déjà là pour véritablement l'attirer dans votre vie. L'élément en question demeure invisible ou inaccessible tant que vos pensées et votre esprit ne sont pas disposés à le voir. Vous me suivez ? En fait, il n'y a rien de mystérieux, c'est même plutôt logique. Fort de cette nouvelle perception, votre monde intérieur coïncide avec le monde extérieur et, soudain, votre esprit est à même de voir les 99,9% restants. En voici un exemple classique et tellement vrai. Vous cherchez une nouvelle voiture ou vous êtes sur le point d'en acheter une et, soudain, vous vous mettez à voir le modèle qui vous intéresse à tous les coins de rue. Comme s'il y en avait partout, tout d'un coup, alors qu'il n'y en avait aucune hier encore. Cela vous paraît-il réaliste ? Bien sûr que non. En fait, ce modèle de voiture était déjà bien présent. Seulement, vous n'y accordiez pas d'importance. Il ne s'est mis à véritablement exister pour vous que parce que vous lui avez soudain prêté attention. Lorsque vous définissez vos objectifs, vous donnez à votre cerveau de nouveaux éléments à chercher et sur lesquels se concentrer, comme si vous munissiez votre esprit d'une nouvelle paire d'yeux lui permettant de voir tous les gens et toutes les circonstances, les conversations, les ressources, les idées et la créativité qui vous entourent. Muni de cette nouvelle perspective interne sur les choses, votre esprit se met alors à faire coïncider le monde extérieur avec ce que vous souhaitez le plus à l'intérieur, c'est-à-dire avec vos objectifs. C'est aussi simple que cela. Une fois que vous avez clairement défini vos objectifs, la façon dont vous envisagez le monde et attirez dans votre vie de nouvelles idées, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités change du tout au tout. Voici comment Brian Tracy me l'a expliqué au cours d'une interview. Les gens qui réussissent ont des objectifs très clairs. Ils savent qui ils sont et ils savent ce qu'ils veulent. Ils mettent leurs objectifs à plat sur une feuille de papier et font des plans pour les concrétiser. Les gens qui ne réussissent pas gardent leurs objectifs en tête, comme des billes dans une boîte. Mais un objectif que l'on se contente d'imaginer n'est rien d'autre qu'un fantasme. Tout le monde a des fantasmes, mais ces fantasmes-là sont des cartouches vides. Vivre sans objectif précis revient à tirer des balles à blanc. C'est la base de tout. Je vous suggère donc de prendre le temps, dès aujourd'hui, de dresser une liste de vos objectifs les plus importants. Je vous recommande d'envisager tous les domaines de votre vie, pas seulement votre entreprise ou vos finances. Ne vous concentrez pas sur un seul aspect de votre vie au détriment de tous les autres, car cela peut parfois coûter cher. Cherchez à réussir dans tous les domaines pour atteindre un équilibre entre tous les aspects de votre vie qui comptent à vos yeux. Business, finances, santé et bien-être, spiritualité, famille et relations, mode de vie. Devez-vous, oui, qui devez-vous devenir ? La plupart des gens qui se fixent de nouveaux objectifs se disent « Ok, j'ai défini mon objectif. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour le concrétiser ?» Ce n'est pas une mauvaise question, mais ce n'est pas non plus la première question qu'il faut se poser. Demandez-vous d'abord « Qui dois-je devenir ?» Vous connaissez sans doute des gens qui font tout ce qu'il faut et qui pourtant ne parviennent pas aux résultats escomptés. Pourquoi cela ? Comme me l'a enseigné Jim Rohn, si l'on veut obtenir plus, il faut devenir plus. Le succès n'est pas quelque chose qui se poursuit, car ce que l'on poursuit nous échappe toujours, tel un papillon que l'on cherche à attraper. Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant quelqu'un d'autre. Le jour où j'ai compris cette philosophie, elle a révolutionné ma vie et mon développement personnel. Quand j'étais célibataire et prêt à me marier, j'ai dressé une longue liste de tout ce que je désirais chez la femme idéale. Dans mon cas, j'ai noirci plus de 40 pages de cahier recto-verso pour la décrire dans les moindres détails. Sa personnalité, son caractère, ses plus grandes qualités, ses attitudes, ses philosophies sur la vie et même le genre de famille dont elle serait issue, sa culture et son aspect physique, jusqu'à la texture de ses cheveux. J'ai décrit en détail le genre de vie que nous mènerions et ce que nous ferions ensemble. Si je m'étais posé la question de savoir
Qu'est-ce que je dois faire pour trouver cette fille? Je la chercherai encore. Au lieu de cela, j'ai lu ma liste et me suis demandé si j'incarnais moi-même toutes ces qualités. Quel genre d'homme une femme comme elle rechercherait-elle? Qui dois-je devenir pour attirer une femme pareille? J'ai ensuite noirci 40 pages supplémentaires à décrire les attributs, les qualités, les comportements, les attitudes et les caractéristiques que j'allais devoir cultiver. Et puis, je me suis mise au boulot. Et vous savez quoi? Ça a marché. Comme tout droit sorti des pages de mon cahier, ma femme Georgia a surgi devant moi. Aussi bizarre que cela puisse paraître, elle était exactement comme je me l'étais imaginé dans le moindre détail. Le secret était d'identifier exactement qui j'allais devoir devenir pour réussir à attirer et à garder une femme de cette qualité, puis de tout mettre en œuvre pour le devenir. Pour identifier vos mauvaises habitudes ainsi que les bonnes habitudes qui vous serviront à devenir et à obtenir ce que vous désirez, complétez la fiche évaluation des habitudes située à la fin du livre. Une question de comportement. Bien. Établissons à présent le processus par lequel vous allez concrétiser les objectifs que vous vous êtes fixés, c'est-à-dire ce que vous devez faire ou, dans certains cas, ce que vous devez arrêter de faire. La seule chose qui s'interpose entre vous et votre objectif, c'est votre comportement. Y a-t-il quelque chose que vous devriez arrêter de faire pour que l'effet cumulé ne vous tire pas vers le bas? Inversement, y a-t-il quelque chose que vous devriez commencer à faire pour que votre trajectoire suive la meilleure direction? Bref, quels sont les comportements et les habitudes que vous devriez soustraire ou ajouter à votre vie? Votre vie se résume à cette formule. Vous, choix, plus comportement, plus habitude, plus cumul égale objectif. Choix, décision, comportement, action, habitude, action répétée, cumul, temps, égale objectif. C'est pourquoi il est impératif de savoir quel comportement entrave votre objectif et lesquels le favorisent. Vous vous dites peut-être que vos mauvaises habitudes sont sous contrôle, mais je parie que vous vous trompez. C'est pourquoi, encore une fois, le suivi de vos habitudes est si efficace. Car en toute honnêteté, savez-vous combien d'heures vous passez vraiment à regarder la télévision chaque jour? Combien d'heures vous restez branché sur les chaînes d'information ou occupé à suivre les objectifs et les exploits des autres sur les chaînes de sport et de divertissement? Savez-vous combien de canettes vous buvez ou combien d'heures vous passez à travailler sur l'ordinateur, Facebook, potin en ligne, etc. Comme je l'ai expliqué dans le chapitre précédent, vous devez avant tout prendre conscience de vos comportements, comprendre là où le bas blesse et à quel niveau vous avez inconsciemment développé de mauvaises habitudes qui vous entraînent sur la mauvaise pente. Récemment, un dirigeant d'entreprise avec qui je siège au conseil d'administration d'une association caritative m'a engagé pour que je l'aide à améliorer sa productivité. Les affaires marchaient bien pour lui, mais il savait que quelques séances de coaching l'aideraient à optimiser son temps et sa productivité. Après lui avoir demandé de procéder au suivi de ses activités pendant une semaine, j'ai remarqué quelque chose que je constate trop souvent. Il passait un temps incroyable à suivre les infos, 45 minutes le matin, à lire le journal, 30 minutes de plus à écouter les infos à la radio en se rendant au travail, et la même chose sur le chemin du retour. Pendant la journée, il se connectait plusieurs fois à Yahoo News, ce qui lui prenait au total au moins 20 minutes. Une fois rentré chez lui, il suivait les 15 dernières minutes d'infos locales en saluant sa famille. Puis, il suivait encore 30 minutes de sport et 30 minutes du journal de 22 heures avant d'aller au lit. En tout, il passait 3,5 heures par jour à suivre les infos. Il n'était pourtant ni économiste, ni trader, et ne pratiquait pas un métier qui nécessita d'être au courant des infos en permanence. Tout ce temps passé à suivre les infos dans le journal, à la radio, à la télévision, dépassait de loin ce qu'il avait besoin de savoir pour être un citoyen éclairé ou utile à la société, voire pour enrichir sa propre curiosité. Ses choix de programmation, ou plutôt son absence de choix, lui apportaient en fait très peu d'informations utiles. Alors, pourquoi y passer près de 4 heures par jour? Tout simplement par habitude.
Les affaires marchaient bien pour lui, mais il savait que quelques séances de coaching l'aideraient à optimiser son temps et sa productivité. Ouais, ça c'est déjà fait quoi. Je lui ai suggéré de ne pas allumer sa télévision et sa radio, d'annuler son abonnement au journal et d'utiliser un flux RSS afin de sélectionner et de ne recevoir que les informations qu'il jugerait importantes pour son activité et son intérêt personnel. Cette simple action a immédiatement éliminé 95% d'infos inutiles. Il pouvait à présent prendre connaissance de tout ce qui avait un intérêt pour lui en moins de 20 minutes par jour. Cela lui laissait les 45 minutes du trajet du matin, ainsi qu'1 heure le soir, pour des activités productives, faire du sport, écouter du matériel éducatif, lire, planifier, se préparer, passer du temps avec sa famille. Il m'a confié ne jamais s'être senti moins stressé. La répétition d'informations négatives a tendance à rendre anxieux, plus inspiré et plus concentré que maintenant. Un tout petit changement d'habitude, une transformation radicale de son équilibre et de sa productivité. Maintenant, c'est à vous. Sortez votre petit carnet et inscrivez-y vos 3 plus grands objectifs. Maintenant, faites une liste des mauvaises habitudes qui risquent de saboter votre progression dans chaque domaine. Notez-les toutes. Les habitudes et les comportements ne mentent jamais. Si ce que vous dites et ce que vous faites ne correspond pas, je serai toujours enclin à croire ce que vous faites. Si vous dites que vous voulez être en bonne santé, mais que vous avez des miettes de biscuits apéritifs sur les doigts, je vais croire les biscuits apéritifs. Si vous dites que le développement personnel est votre priorité, mais que vous passez plus de temps sur la console de jeu qu'à la bibliothèque, je vais croire la console de jeu. Si vous dites que vous êtes un pro, mais que vous arrivez en retard et mal préparé, votre comportement vous trahira. Si vous dites que votre famille est votre priorité numéro 1, mais qu'elle n'apparaît pas sur votre planning, c'est que vous n'avez pas de temps pour elle. Étudiez la liste de mauvaises habitudes que vous venez de dresser. Elle reflète qui vous êtes vraiment. Maintenant, soit vous décidez que ça ne vous pose pas de problème, soit vous décidez de changer. Ensuite, ajoutez à cette liste toutes les habitudes qu'il vous faut adopter pour, une fois que vous les aurez mises en pratique et cumulées dans la durée, réussir à concrétiser vos objectifs en beauté. Il ne s'agit pas de perdre votre énergie dans les jugements et les regrets. Il s'agit de regarder bien en face ce que vous devez améliorer. Mais je ne vais pas vous abandonner en si bon chemin. Je vais vous aider à déraciner ces mauvaises habitudes qui vous tirent vers le bas pour les remplacer par de nouvelles habitudes saines et positives. Plan d'action. 5 stratégies pour éliminer les mauvaises habitudes. Vous avez appris toutes vos habitudes. Vous pouvez par conséquent les désapprendre. Si vous souhaitez que votre vie prenne une nouvelle direction, il faut d'abord vous alléger des mauvaises habitudes qui vous lestent depuis trop longtemps. Il vous faut donc un pourquoi si motivant qu'il vaincra vos besoins de gratification immédiate. Pour cela, rien de tel qu'un plan d'action. Voici mes stratégies préférées. Plan d'action. 5 stratégies pour éliminer les mauvaises habitudes. Vous avez appris toutes vos habitudes, vous pouvez par conséquent les désapprendre. Si vous souhaitez que votre vie prenne une nouvelle direction, il faut d'abord vous alléger des mauvaises habitudes qui vous lestent depuis trop souvent. Il vous faut donc un pourquoi si motivant qu'il vaincra vos besoins de gratification immédiate. Pour cela, rien de tel qu'un plan d'action. Voici mes stratégies préférées. Identifiez vos déclencheurs. Observez votre liste de mauvaises habitudes. Pour chacune d'elles, identifiez ce qui la déclenche à l'aide de ce que j'appelle les 4 coupables. Le qui, le quoi, le où et le quand. Par exemple, êtes-vous plus susceptible de boire trop d'alcool en compagnie de certaines personnes ? Y a-t-il un moment de la journée où vous devez manger quelque chose de sucré ? Quelles sont les émotions qui ont tendance à provoquer vos pires habitudes ? Le stress, la fatigue, la colère, l'énervement, l'ennui. Quand ressentez-vous ces émotions ? Avec qui êtes-vous ? Où êtes-vous ?
Que faites-vous? Quelles sont les situations qui font émerger ces mauvaises habitudes? Au moment où vous prenez le volant, juste avant une évaluation, quand vous rendez visite à vos beaux-parents, lors d'une conférence, dans un cadre social, quand vous doutez de votre physique, quand vous avez un délai à respecter? Observez attentivement vos habitudes. Que dites-vous généralement en vous réveillant le matin? Quand vous prenez une pause café ou déjeuner? Quand vous rentrez chez vous après une longue journée? Cette simple action vous aidera à en prendre conscience. Mais bien sûr, ce n'est pas tout, car, comme nous l'avons déjà vu, être conscient d'une mauvaise habitude ne suffit pas à l'éliminer. 2. Faites le grand ménage. Et que ça brille, au sens propre comme au sens figuré. Si vous voulez arrêter de boire, éliminez toute trace d'alcool de votre maison, et même de votre maison de vacances, si vous en avez une. Débarrassez-vous des verres, des ustensiles fantaisie et de tous les petits bidules que vous associez à vos boissons. Et oui, les olives aussi. Si vous voulez arrêter de boire du café, balancez la cafetière et offrez votre paquet d'arabica à un voisin léthargique. Si vous voulez faire des économies, passez une soirée à annuler tous les catalogues et toutes les promotions que vous recevez dans votre boîte aux lettres ou dans la boîte de réception de votre messagerie. Cela vous évitera même d'avoir à les mettre au recyclage. Si vous voulez manger plus sainement, videz vos étagères de toutes les cochonneries, arrêtez d'en acheter et ne vous servez plus de l'excuse selon laquelle ce n'est pas juste de priver les autres membres de votre famille de ces cochonneries, juste parce que vous n'en voulez plus. Croyez-moi, tout le monde s'en portera mieux. Ne faites plus entrer ce genre de nourriture dans votre maison, un point c'est tout. Débarrassez-vous de tout ce qui encourage vos mauvaises habitudes. 3. Faites l'échange. Jetez à nouveau un œil à votre liste de mauvaises habitudes. Comment pourriez-vous faire en sorte qu'elles ne vous nuisent plus autant? Pouvez-vous les remplacer par des habitudes plus saines ou vous en débarrasser pour de bon? Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime finir mes repas par une petite sucrerie. S'il y a de la place au congélateur, la petite sucrerie se transforme vite en banana split avec 3 boules de glace et accompagnement, 1255 calories. Je remplace donc cette mauvaise habitude par 2 petits chocolats, 50 calories. Cela me permet de satisfaire mon goût pour les sucreries tout en m'épargnant 1 heure supplémentaire de tapis de jogging. Ma belle-sœur avait pris pour habitude de grignoter des chips en regardant la télé. Il lui arrivait souvent d'en descendre un paquet entier sans même s'en rendre compte. Puis elle a compris que ce qui lui plaisait véritablement, c'était la sensation de croustillant. Elle a donc décidé de remplacer sa mauvaise habitude par une carotte, des branches de céleri ou du brocoli cru qui lui procurent le même plaisir sous la dent tout en l'aidant à manger sa ration quotidienne de légumes. Un homme qui travaillait pour moi avait pour l'habitude de boire entre 8 et 10 canettes de Coca Light par jour. Ça, c'est une mauvaise habitude. Je lui ai suggéré de les remplacer par de l'eau gazeuse faible en sodium et d'y ajouter une tranche de citron vert ou d'orange. C'est ce qu'il a fait pendant 1 mois avant de se rendre compte qu'il n'avait pas besoin d'eau gazeuse et de passer à l'eau plate. Vous aussi, amusez-vous à voir quel comportement vous pouvez remplacer, éliminer ou échanger. 4. Procéder par paliers. J'habite près de l'océan Pacifique. Quand je vais me baigner, je m'acclimate en trempant d'abord les chevilles, puis les genoux, la taille et enfin la poitrine avant de piquer une tête. Il y a des gens qui se contentent de courir et de plonger tête la première, tant mieux pour eux, mais moi je n'y arrive pas. J'aime y aller étape par étape, ce qui est sans doute dû à un traumatisme de mon enfance, comme vous le verrez dans la stratégie suivante. De la même façon, il peut s'avérer plus efficace de procéder progressivement, par paliers, pour vous défaire des habitudes les plus ancrées. Si vous avez passé des décennies à répéter, cimenter, fortifier ces habitudes, il est peut-être sage de vous laisser le temps de les dénouer petit à petit. Il y a quelques années, le médecin de ma femme lui a conseillé de ne plus consommer de caféine pendant quelques mois. Elle et moi sommes fanas de café. J'ai donc décidé de l'accompagner dans cette épreuve. Nous avons d'abord fait 50-50. 50% décaféiné, 50% normal pendant 1 semaine.
puis 100% décaféiné pendant une semaine de plus. Puis thé Earl Grey décaféiné pendant une semaine, suivi d'une semaine de thé vert décaféiné. Cela nous a pris 1 mois, mais nous n'avons souffert d'aucun symptôme associé au manque de caféine. Pas de maux de tête, pas d'insomnie, pas de problème de concentration, rien. Cependant, la simple idée de décrocher totalement du jour au lendemain me fait encore frissonner. 5. Ou allez-y la tête la première. Nous ne sommes pas tous faits de la même façon. Des recherches ont révélé paradoxalement que certaines personnes ont plus de facilité à changer de mode de vie si elles doivent supprimer plusieurs mauvaises habitudes en même temps. Ainsi, le Dr Dean Ornish, pionnier de la cardiologie, a découvert que certaines affections cardiaques graves pouvaient être guéries sans traitement médical et sans chirurgie par un changement radical de style de vie. Il semblerait que les patients en question trouvent souvent plus facile d'abandonner presque toutes leurs mauvaises habitudes d'un seul coup. Au cours d'un programme d'entraînement, l'alimentation riche en calories et en cholestérol des participants a été remplacée par une alimentation très peu calorique. Les patients ont également dû faire de l'exercice, quitter leur canapé pour faire de la marche ou du jogging et mettre en place des techniques de réduction du stress et autres pratiques bénéfiques pour le système cardiovasculaire. En moins d'1 mois, ils ont renié une vie entière de mauvaises habitudes pour en adopter de nouvelles. Au bout d'1 an, les résultats étaient tout bonnement spectaculaires. Personnellement, je trouve qu'il s'agit là de cas exceptionnels, mais à vous de voir quelle stratégie marche le mieux pour vous. Quand j'étais enfant, nous allions camper en famille au lac Rollins, un endroit peu connu. Le lac, situé à proximité des Sierras du Nord de la Californie, est alimenté par les glaciers des montagnes du lac Tahoe. L'eau y est donc glaciale. Chaque jour, mon père insistait pour que je fasse du ski nautique sur cette eau polaire. Je passais la journée à appréhender le moment où j'allais devoir y aller. J'adorais le ski nautique, mais l'idée de me mettre à l'eau m'était insupportable. Ce qui posait légèrement problème, bien sûr, les deux étant indissociables. Mon père s'assurait bien que je ne passe jamais mon tour, quitte à me jeter carrément à l'eau s'il le fallait. Après une dizaine de secondes infernales durant lesquelles je frôlais l'hypothermie, je finissais toujours par apprécier le côté rafraîchissant et énergisant de l'eau. Mon appréhension à l'idée de devoir me mettre à l'eau dépassait en fait la réalité. Une fois que mon corps s'était acclimaté, le ski nautique était un moment de pur bonheur. Et pourtant, c'est avec la même épouvante suivie du même soulagement que je renouvelais l'expérience à chaque fois. Cette expérience ressemble un peu à l'abandon ou au changement soudain d'une mauvaise habitude. Les débuts peuvent être un véritable supplice ou, du moins, s'avérer très inconfortables. Mais, tout comme le corps s'adapte à un nouvel environnement par la grâce de l'homéostasie, nous avons la même faculté d'adaptation à de nouveaux comportements et sommes généralement à même de nous ajuster assez rapidement, physiologiquement et psychologiquement, à de nouvelles circonstances. Parfois, barboter ne mène à rien, il faut sauter. Je voudrais donc que vous vous demandiez dans quel domaine puis-je procéder par palier tout en sachant que j'y parviendrai, et dans quel domaine ai-je besoin de sauter à pieds joints, où ai-je évité la douleur ou l'inconfort, sachant tout au fond de moi que je m'adapterais en un rien de temps si j'y allais simplement franco. L'un de mes anciens associés avait un frère qui caressait énormément la bouteille et aimait faire la fête. Il buvait à midi, le soir, après manger et tout le week-end. Un jour, au mariage d'un ancien colocataire d'université, il a revu le frère de ce dernier. Il avait 10 ans de plus que lui, mais en faisait bien 10 de moins. Il a passé la journée à regarder l'homme danser, rire et s'amuser avec une vitalité qu'il n'avait lui-même pas ressentie depuis des années. C'est alors qu'il a pris la décision de ne plus jamais boire une goutte d'alcool, comme ça, du jour au lendemain. Cela fait maintenant plus de 6 ans qu'il n'a pas touché à une bouteille. Pour ce qui est de tordre le cou à mes mauvaises habitudes, j'y vais en douceur. En ce qui concerne ma vie professionnelle, en revanche, je trouve que sauter à pieds joints est bien plus efficace. Qu'il s'agisse de lancer une nouvelle activité ou de traiter avec des clients, des associés ou des investisseurs potentiels, l'hésitation n'est pas payante. Chaque fois, je repense au lac Rollins et je sais que les débuts seront douloureux, mais je me souviens que très vite, le résultat vaudra bien la gêne passagère. Faites un bilan de vos vices. Je n'ai pas dit que vous deviez éliminer toutes les mauvaises habitudes de votre vie. Tout ou presque a du bon si c'est fait avec modération. Mais comment savoir si une mauvaise habitude est en train de prendre le dessus ? Moi,
je teste mes vices. Une fois de temps en temps, j'observe un jeûne anti-vice. J'en choisis un et m'assure que c'est bien moi qui ai le contrôle de notre relation. Mes vices sont le café, la glace, le vin et les films. Je vous ai déjà parlé de mon obsession pour la glace. Pour ce qui est du vin, je veux être sûr, quand j'en bois, que je déguste simplement un bon verre, pas que j'y noie mon chagrin. Environ tous les 3 mois, je choisis un vice que je m'abstiens de pratiquer pendant 30 jours. Cela doit venir de mon éducation catholique. J'aime me prouver que c'est moi qui ai le contrôle. Essayez. Choisissez un vice, quelque chose que vous faites avec modération mais dont vous savez que cela ne contribue pas spécialement à votre bien-être, et observez un jeûne de 30 jours. Si vous trouvez vraiment difficile de vous passer de cette habitude pendant ces 30 jours, c'est peut-être qu'elle vaut la peine d'être éliminée pour de bon. Plan d'action. 6 techniques pour instaurer de bonnes habitudes. Maintenant que vous avez éliminé les mauvaises habitudes qui vous tiraient vers le bas, il vous faut créer de nouveaux choix, de nouveaux comportements et à terme de nouvelles habitudes qui vous mèneront enfin vers l'accomplissement de vos plus grands désirs. Déraciner une mauvaise habitude revient à l'éliminer de notre routine, mais instaurer une habitude plus productive requiert une approche complètement différente. Il vous faut planter l'arbre, l'arroser, lui donner de l'engrais et vérifier qu'il prend bien racine. Cela demande des efforts, du temps et de la pratique. Voici mes techniques favorites pour mettre en place de bonnes habitudes. Le spécialiste du leadership John C. Maxwell disait « Vous ne pourrez jamais changer de vie si vous ne changez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. Le secret de votre réussite réside dans votre routine. À en croire la recherche, il faut répéter une habitude 300 fois avant qu'elle ne se transforme en pratique inconsciente, soit quasiment 1 an de pratique quotidienne. Heureusement, comme nous l'avons déjà vu, nous savons que nous sommes plus susceptibles d'adopter pour de bon une nouvelle habitude après 3 semaines. C'est-à-dire qu'en nous concentrant particulièrement sur une nouvelle habitude tous les jours pendant les 3 premières semaines, nous avons de meilleures chances de l'apprendre jusqu'à la fin de nos jours. En vérité, une habitude peut se prendre en 1 seconde ou mettre 10 ans à s'ancrer. La première fois que vous avez posé la main sur un four brûlant, vous avez tout de suite su que vous n'en feriez jamais une habitude. La douleur a été s'ancrer intense, qu'elle vous a marqué à jamais, et votre conscience a enregistré que vous devriez toujours rester prudent près d'un four brûlant. Le secret est donc de rester conscient. Si vous souhaitez vraiment garder une bonne habitude, prêtez-y attention au moins 1 fois par jour et vous aurez bien plus de chances d'y parvenir. 1. Créez les conditions de votre succès. Toute nouvelle habitude doit correspondre à votre vie et à votre mode de vie. Si vous vous inscrivez à un club de gym situé à 50 km de chez vous, vous n'irez jamais. Si vous êtes plutôt du soir et que le club de gym ferme à 18h, vous n'irez pas non plus. Votre club de gym doit être facile d'accès et correspondre à votre emploi du temps. Si vous voulez maigrir et manger plus sainement, remplissez votre frigo et vos placards d'aliments sains. Vous voulez être sûr de ne pas vous ruer sur le distributeur de barres chocolatées quand votre ventre commence à gargouiller? Gardez des noix, noisettes et autres encas diététiques dans le tiroir de votre bureau. Quand on a faim, on est toujours tenté d'avaler des aliments riches en glucides et sans aucun apport nutritif. Ma stratégie est de toujours avoir des protéines sous la main. Le dimanche, je fais cuire plusieurs poulets que je mets dans des boîtes pour toute la semaine. L'une de mes habitudes les plus destructrices est mon addiction aux emails. Je ne plaisante pas. Je peux facilement perdre des heures de concentration chaque jour à traiter les quantités d'emails qui envahissent ma boîte de réception si je ne reste pas vigilant. Pour garder la discipline que je me suis fixée de ne vérifier mes emails que 3 fois par jour, j'ai désactivé toutes les alertes et toutes les fonctions de réception automatique et je ferme simplement ma messagerie en dehors de ces 3 créneaux horaires que je me suis attribués. Je veille à bien délimiter ces moments, sans quoi je pourrais y passer la journée. 2. Passer en termes d'addition, pas de soustraction. Lorsque j'ai interviewé l'acteur Montel Williams pour Success, il m'a parlé du régime très strict qu'il est obligé de suivre à cause de sa maladie, la sclérose en plaques. Montel a adopté ce qu'il appelle le principe de l'addition qui, je pense, constitue un outil incroyablement efficace pour quiconque a un objectif.
Ce n'est pas tant ce que vous essayez d'éliminer de votre alimentation, m'a-t-il expliqué, que ce que vous y ajoutez. Par analogie, il en a également fait son principe de vie. Au lieu de penser en termes de privation, je ne peux manger ni hamburger, ni chocolat, ni produits laitiers, il pense à ce qu'il peut manger. Aujourd'hui, je vais me faire une salade, des légumes à la vapeur et des figues fraîches en dessert. En concentrant son esprit et son estomac sur ce qui lui est autorisé, il ne prête plus attention à ce qui lui est interdit. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'il doit sacrifier, Montel pense à ce qu'il peut ajouter, et le résultat est bien plus probant. Un de mes amis voulait perdre la mauvaise habitude qu'il avait de passer trop de temps à regarder la télé. Je lui ai demandé ce qu'il aimerait faire s'il avait 3 heures de temps libre. Il m'a répondu qu'il aimerait jouer davantage avec ses enfants. Je lui ai aussi demandé de choisir un hobby auquel il avait toujours voulu s'adonner. Il a choisi la photographie. Comme c'était un fan de technologie, il s'est acheté une tonne de matériel high-tech avec lequel il réalisait de superbes photos de ses enfants lors de leur sortie en famille. Puis, il retouchait ces photos pendant des heures le soir et préparait des diaporamas et des albums photos pour toute la famille. Finalement, il passait beaucoup plus de temps avec ses enfants à rire et à se souvenir des bons moments. Grâce à ce nouveau hobby, il était tellement concentré sur ses enfants et ses photos qu'il n'avait plus ni le temps ni l'envie de regarder la télé le soir. Il y avait jusqu'à présent passé des heures, car c'était une façon simple de s'évader après sa journée de travail. En remplaçant la télé par sa nouvelle habitude, jouer avec ses enfants et s'adonner à la photographie, il s'était découvert des passions bien plus enrichissantes. Et vous, que pouvez-vous ajouter à votre vie pour l'enrichir ? 3. Affichez vos objectifs. On voit souvent les hommes et femmes politiques prêter serment et jurer solennellement qu'ils transformeront leurs promesses électorales en réalité concrète. Une fois leurs objectifs affichés publiquement, ils savent qu'ils seront tenus pour responsables de leurs actions s'ils reviennent sur leurs promesses ou qu'ils les honorent. Vous voulez être sûr d'adopter une habitude ? Faites-vous surveiller. Avec tous les médias à votre disposition, cela n'a jamais été aussi simple. J'ai entendu parler d'une femme qui avait décidé de mieux gérer ses finances en tenant un blog faisant état de ses moindres dépenses. Elle a demandé à sa famille, à ses amis et à ses collègues de suivre ses dépenses. Se savoir ainsi surveiller en permanence l'a aidé à devenir plus responsable et plus discipliné à l'égard de ses finances. Un jour, j'ai aidé une collègue à arrêter de fumer en annonçant à toute la société « Eh, vous savez quoi ? Zelda a décidé d'arrêter de fumer. Quelle bonne nouvelle ! Elle vient de fumer sa dernière cigarette. » J'ai ensuite affiché un immense calendrier sur le mur de son bureau. À chaque jour où Zelda ne fumait pas, elle inscrivait une grosse croix au feutre rouge sur le calendrier. En voyant cela, ses collègues ont commencé à l'encourager et son calendrier s'est rempli de croix. Zelda, ne voulant pas laisser tomber son calendrier, ses collègues et sa promesse, a réussi à arrêter de fumer. Alors, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, parlez-en sur Facebook et sur Twitter. Faites savoir autour de vous que vous avez le contrôle des opérations. 4. Trouvez-vous un associé. Rien n'est aussi fort que 2 personnes marchant main dans la même direction. Pour accroître vos chances de réussir, trouvez-vous un associé, quelqu'un qui saura vous remettre sur les rails lorsque vous cimenterez votre nouvelle habitude. Vous ferez la même chose pour lui. J'ai moi-même un compagnon d'excellence. Tous les vendredis à 11h précises, nous nous passons un appel de 30 minutes pendant lesquels nous échangeons nos victoires, nos pertes, nos solutions et nos trouvailles de la semaine. Nous partageons nos commentaires et nous nous tenons mutuellement redevables. Vous aussi, trouvez quelqu'un avec qui sortir, marcher, courir ou aller à la salle de sport, ou avec qui discuter et échanger vos livres de développement personnel par exemple. 5. Compétition et camaraderie. Rien de tel qu'un concours amical pour attiser votre esprit de compétition et adopter une nouvelle habitude en 2 temps 3 mouvements. Le docteur Mehmet Oz m'a un jour confié au cours d'une interview. Si les gens parcouraient ne serait-ce que 1000 pas de plus par jour, ils changeraient de vie. Vidéo Plus, la société mère de Success, a organisé une compétition où étaient distribués des podomètres pour compter les pas des participants. Les employés, répartis en équipes, devaient réussir à accumuler le plus de pas possible. J'ai été totalement surpris de voir que certaines personnes, qui n'auraient auparavant jamais fait le moindre exercice, se mettaient soudain à parcourir jusqu'à 10 km à pied par jour.
À midi, elles faisaient les 100 pas dans le parking. Au lieu de faire leurs audioconférences au bureau, elles les faisaient soudain par téléphone portable tout en marchant. Grâce à cette compétition, les employés ont trouvé des moyens d'accroître leur activité. Le moindre pas était enregistré et tout le monde pouvait voir qui lambinait et qui accumulait les pas jour après jour. Mais une fois la compétition terminée, j'étais tout aussi fasciné d'observer que le nombre de pas avait considérablement chuté, de plus de 60% le mois suivant. Une fois la compétition rouverte, le nombre de pas a à nouveau décollé. Ainsi, il suffisait de réveiller leur esprit de compétition pour que les gens se mettent en mouvement et en retirent au passage un merveilleux sentiment d'appartenance à une communauté, de partage et de camaraderie. Quel genre de compétition amicale pourriez-vous organiser avec vos amis, vos collègues ou vos équipiers ? Comment pourriez-vous renforcer votre nouvelle habitude par une rivalité amicale et un esprit de compétition ? 6. Récompensez-vous. Le travail, c'est la santé, mais il faut aussi savoir s'amuser, sans quoi on risque vite de craquer. Sachez aussi profiter des fruits de vos victoires. Vous ne pouvez pas vous sacrifier sans vous récompenser un peu. Accordez-vous des petites gratifications tous les mois, toutes les semaines ou même tous les jours, ne serait-ce qu'un petit quelque chose pour vous récompenser de votre nouvelle habitude. Prenez le temps de vous promener, de prendre un bon bain ou de lire quelque chose juste pour le plaisir. Pour les événements plus marquants, offrez-vous un massage ou dînez dans votre restaurant préféré. Et promettez-vous quelque chose de vraiment bien pour la fin. C'est dur de changer, tant mieux. Il y a une chose que 99% des gens qui échouent et des gens qui réussissent ont en commun. Ils ont horreur de faire toujours la même chose. La seule différence, c'est que ceux qui réussissent le font quand même. C'est dur de changer. C'est pourquoi beaucoup ne modifient pas leurs mauvaises habitudes et finissent malheureux et en mauvaise santé. Néanmoins, ce qui me plaît dans cette réalité, c'est que s'il était si simple de changer et que tout le monde y arrivait, vous et moi aurions bien plus de mal à nous distinguer et à avoir autant de succès. Être ordinaire, c'est facile. Être extraordinaire, en revanche, fait de vous l'exception. Personnellement, je préfère les choses compliquées. Pourquoi ? Parce que je sais que la plupart des gens ne se donneront pas la peine et que ce sera par conséquent bien plus facile pour moi d'être le meilleur. Comme l'a dit de manière si éloquente le Dr Martin Luther King Jr., la véritable valeur d'un homme ne se mesure pas dans les moments de confort et de facilité, mais face à l'adversité. C'est en persévérant en dépit des difficultés, de l'ennui et des privations que vous gagnez vos galons et parvenez à vous améliorer et à prendre la tête de la compétition. C'est peut-être dur, malaisé ou ennuyeux, mais qu'importe, faites-le. Persévérez. La magie de l'effet cumulé ne vous en récompensera que davantage. Soyez patient. Quand il s'agit de délaisser de mauvaises habitudes pour en instaurer de nouvelles, n'oubliez pas d'être patient avec vous-même. Si vous avez passé 20, 30, 40 ans ou plus à répéter les comportements que vous tentez à présent de modifier, attendez-vous à ce que cela prenne du temps et des efforts avant que vous puissiez observer des résultats durables. La science nous a montré que la répétition fréquente des pensées et des actions crée ce que l'on appelle une empreinte neurologique dans le cerveau, ou un sillon, c'est-à-dire une série de neurones interconnectés qui contiennent les informations d'une habitude donnée. L'habitude est générée par l'attention qu'on lui porte. Lorsque nous prêtons attention à une habitude, nous activons une partie de notre cerveau qui déclenche les pensées, les désirs et les actions liées à cette habitude. Heureusement, le cerveau est malléable. Il suffit de ne plus prêter attention à une mauvaise habitude pour que le sillon qui lui est lié perde de son efficacité. Lorsque nous prenons de nouvelles habitudes, de nouveaux sillons se creusent, toujours un peu plus à chaque répétition, et finissent par remplacer les sillons précédents. Créer ces nouvelles habitudes et creuser de nouveaux sillons dans votre cerveau prendra du temps. Soyez patient avec vous-même. Si vous tombez en route, relevez-vous et recommencez, sans pour autant vous en prendre à vous-même. Pas de problème, cela arrive à tout le monde. Essayez une nouvelle stratégie, soyez plus déterminé et plus constant. Si vous persévérez, vous serez récompensé en conséquence. En parlant de récompense, c'est dans le prochain chapitre que nous allons véritablement commencer à nous démarquer. C'est là que l'effet multiplicateur va réellement prendre forme. Après tous les efforts et la discipline que vous avez mis en œuvre dans les 3 premiers chapitres, voici le moment d'en récolter les fruits. Laissez l'effet cumulé se mettre à l'œuvre. Résumé des mesures à prendre.
Identifiez vos 3 meilleures habitudes, celles qui renforcent votre plus grand objectif, et les 3 mauvaises habitudes qui vous dévient de votre plus grand objectif. Identifiez également 3 nouvelles habitudes à adopter pour vous aider à concrétiser votre plus grand objectif. Remplissez la fiche évaluation des habitudes en fin de livre. Identifiez votre motivation. Découvrez ce qui vous anime et vous motive suffisamment pour obtenir de grands résultats. Remplissez la fiche valeurs en fin de livre. Trouvez votre pourquoi. Fixez-vous des objectifs concis, des objectifs forts, des objectifs impressionnants. Remplissez la fiche création d'objectifs en fin de livre.